Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos trois chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine, Stéphanie Grimard, James Langlois et Benjamin Boivin. Bienvenue à vous trois. Salut Simon. Salut Simon. J'ai comme un petit sentiment de déjà-vu là, en ce moment, mais bon, il faut dire qu'on fait l'émission à chaque semaine. Oui. Parfois, plus d'une fois par semaine. Durant la prochaine demi-heure, nous reviendrons sur l'intérêt mondial que suscite l'état de santé du pape François. Nous entendrons aussi l'édito de Stéphanie Grimard qui, disons, cherche des remèdes à l'actualité parfois toxique. Et nous discuterons ensemble en fin d'émission de notre filet social qui est un peu troué là, des Québécois. Est-ce la fin de l'État-providence au Québec? Mais tout d'abord, pour bien se préparer à la 97e cérémonie des Oscars qui se tiendra le 2 mars prochain, j'aimerais vous demander, là, selon vous, qui va remporter cette année l'Oscar du meilleur film? Benjamin, je commence avec toi. Moi, je pense que ce sera Dune. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est que j'ai vu aucun autre des films qui sont en liste pour les Oscars. Et puis, j'ai une assez bonne estime pour mon goût en matière de cinéma. Donc, j'ai décidé que ce serait Dune. Donc, Dune 2 de Denis Villeneuve. Oui, exactement. Et toi, j'allais dire Benjamin, mais James? Non, je ne m'appelle pas Denis Villeneuve. Non, comme Benjamin, c'est le seul que j'ai vu aussi, Dune 2. Mais je pense qu'il y a les qualités cinématographiques pour remporter. Comme Dune 1 a reçu d'ailleurs beaucoup d'Oscars dans le passé, mais aussi, je souhaite profondément que ce soit Denis parce que c'est notre grand réalisateur québécois. À quand une entrevue avec Denis Villeneuve? Ah, ça va venir, ça va venir. Tu auras une caisse de bière. OK. Dune 2, qui est aussi un film qui a beaucoup de connotations religieuses dans les thématiques, dans le scénario du film. Oui. Puis je pense aussi que c'est l'histoire d'un quelqu'un qui est promis, qui est destiné à avoir un rôle important et qui est corrompu, ce qui peut être un peu d'actualité d'une certaine manière. Je vois vraiment pas à qui tu penses. Pas fin pour Simon, c'est Stéphanie, est-ce que tu mises aussi sur Dune 2 de Denis Villeneuve? Moi, j'ai plus tendance à penser que ça serait de Brutalist, parce que je pense que c'est ça, l'Académie aime souvent ces genres de grands drames épiques. Puis le récit de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'on accueille aux États-Unis, ça vient peut-être rebrasser les bonnes valeurs américaines qui sont peut-être en train de se perdre, ou en tout cas que l'Amérique a moins bonne presse ces temps-ci. Peut-être que l'Académie va avoir ce souci-là, parce qu'on a déjà vu ça, que les choix des Oscars étaient parfois teintés de politique. Le lien avec la Shoah aussi dans le film. Oui, aussi. Ouais, je pense que ça a des bonnes chances. Les Oscars, oui, de plus en plus, qui font des choix souvent politiques ou idéologiques et pas simplement artistiques dans les prix qu'ils remettent. On verra aussi peut-être que Conclave, le film... évidemment, qui raconte un conclave, est en nomination. Et bon, avec l'état de santé du pape là, qui décline en ce moment, peut-être que ça va donner une actualité plus accrue encore à ce film. On peut lire ton aura deux conclaves cette année, l'un vrai, l'autre faux. On peut lire ton article là-dessus, d'ailleurs, que tu as Oui, écrit c'est vrai, dans le j'avais Verbe. écrit un article là-dessus sur leverbe.com. Alors, merci. On découvrira dans à peu près 2 semaines qui a remporté l'Oscar du meilleur film. On y va tout de suite avec la nouvelle de la semaine. Depuis quelque temps, l'état de santé du pape François fait la manchette partout à travers le monde. En effet, le vendredi 14 février dernier, pour la Saint-Valentin, le pape François était, lui, admis à l'hôpital Gemelli de Rome alors qu'on soupçonnait une bronchite. Mardi le 18, c'est une pneumonie bilatérale qui lui a été diagnostiquée. Benjamin Boivin, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à l'état de santé du pape François? On ne fait pas ça pour les autres chefs d'État en général. Bien, on s'intéresse aux choses importantes et le pape François est important, donc on s'intéresse à lui. Et puisqu'il est malade maintenant, bien, on s'intéresse spécialement à lui parce qu'on a peur de le perdre, ou peut-être on a hâte. Hein? Certains ont peut-être hâte de le perdre, je ne sais pas. Bien, tu dis ça, mais quand Donald Trump a eu la COVID, on a entendu parler. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'il y a très peu de chefs d'État aussi qui ont 88 ans. Oui, c'est vrai. Très peu de chefs d'État sont aussi âgés que le pape François ou que Donald Trump, qui est effectivement très âgé. Bon, il est certain que le pape, comme il règne habituellement jusqu'à sa mort, c'est la norme, exception faite de Benoît XVI qui a choisi de démissionner, bien, on a plus tendance à avoir des nouvelles de maladies et de grandes difficultés de santé vers la fin des pontificats. On se souviendra de Jean-Paul II qui avait été malade pendant presque 10 ans. Il avait une très longue agonie. Il était très, très malade et très publiquement aussi. Il avait choisi, en fait, de faire le témoignage de sa maladie en public avec des finalités qui sont, semble-t-il, spirituelles. Et donc, bon, le pape François actuellement est très malade et beaucoup de chefs d'État se préoccupent de lui. Il a été visité par Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil italien. Il a été visité par son secrétaire d'État, Pietro Parolin. Et il semble que cette fois-ci, ce soit plus grave que l'une des nombreuses autres fois auparavant où il a été admis à l'hôpital pour divers soucis de santé. Il a une longue histoire de maladies, notamment de maladies pulmonaires. Dans son jeune âge, on lui avait enlevé une partie du poumon. Si bien que sa pneumonie bilatérale, c'est tout de même assez impressionnant d'avoir une pneumonie dans les 2 poumons quand on n'a même pas 2 poumons complets.
C'est peut-être le premier miracle du pape François. Ouais, qui sait. Alors, trêve de plaisanterie, le pape François, on comprend pourquoi son état de santé pourrait inquiéter, susciter un intérêt auprès des catholiques. Mais pourquoi est-ce que c'est le monde entier, y compris les gens qui même n'aiment pas le christianisme ou le catholicisme, qui s'intéressent autant au pape? Après tout, je pense, là, le pape, il n'a pas d'armée à part quelques petits gardes de Suisse. Le Vatican n'est pas très riche, n'a pas un pouvoir financier, disons, qui est important à l'échelle mondiale. Attention, Simon, ça, il y a bien de l'argent caché. On dit que le budget global du Vatican est à peu près l'équivalent d'une université de taille moyenne, comme l'Université Laval de Québec, donc c'est quand même pas très significatif pour un pays. Et donc, beaucoup du budget sert à des causes charitables, en fait, partout dans le monde aussi. Oui, donc, Benjamin, elle est où, en fait, cette importance du pape? C'est vrai que le pape, aujourd'hui, n'exerce plus l'autorité politique qu'il a sans doute exercée dans les siècles précédents. Donc, avant le 19e siècle, le pape était à la fois une figure d'autorité spirituelle, mais aussi un individu qui disposait de beaucoup de pouvoir sur le plan temporel, un pouvoir d'influence, parfois même un pouvoir de contrainte. Donc, on déposait les rois, on choisissait les empereurs, on envoyait en Terre Sainte des croisés. Vraiment, on faisait la nouvelle, pour vrai, au Moyen-Âge, quand on était pape. Au 19e siècle, progressivement, avec la diminution des États pontificaux, finalement, leur abolition, à ton grandeur. Oui, peut-être. Hein? On pourrait discuter de ça à un autre moment. Le pape est vraiment devenu plus une figure d'importance spirituelle, une figure d'influence. Et donc, de façon correspondante, en fait, les papes ont beaucoup plus écrit depuis la fin du 19e siècle et sont devenus des figures d'influence partout à travers le monde. On va s'intéresser à savoir ce que le pape dit. Évidemment, avec les médias aussi. Oui, avec la montée en puissance des médias, il est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'auparavant de savoir ce que le pape a dit, pourquoi il l'a dit, dans quel contexte. Il l'a-tu dit dans l'avion, il l'a-tu dit en char, je ne sais quoi. Et donc, le pape François, lui, ça a été un hyper-communicant dans cette tendance générale historique qui s'est établie. C'est peut-être le paroxysme de ça. Il a publié énormément, il a donné énormément d'entrevues, il a fait énormément de discours, il a publié des livres. Et c'est devenu une figure qui est appréciée largement en dehors des milieux catholiques où, évidemment, lorsqu'on est catholique, on est soumis à son autorité. Il a du pouvoir spirituel sur nous. Mais en dehors de ça, on va s'intéresser à lui, peut-être comme d'autres vont s'intéresser au Dalai Lama, comme une figure qui dispose de sagesse, d'influence, dont l'autorité spirituelle est jugée, est estimée ou peut-être même parfois redoutée. Le Vatican, l'État que gère le pape, est soumis à toutes sortes de fantasmes, de rêveries, de mysticisme auquel le faisait référence un peu James lorsqu'il disait qu'il y avait beaucoup de richesses au Vatican. Toute la question de la mort du pape, le conclave, l'élection de son successeur, on l'a vu avec le film dont tu parlais un peu plus tôt, ça attire encore beaucoup l'attention, ça a énormément de pouvoir dans la culture. Et le pape, il représente un peu tout ça, et lorsqu'il est malade, il y a comme une forme d'excitation journalistique, culturelle qui s'établit. Saine ou morbide? Parfois plutôt morbide, en fait. Lorsqu'on voit des journalistes qui se réunissent par dizaines autour de l'hôpital, en faisant pas grand-chose, finalement, d'autre que de rapporter les communiqués de presse du Saint-Siège, parce qu'on sait bien déjeuner et d'attendre pour espérer être le premier à annoncer la mort du pape dans les médias. Il y a quelque chose de... C'est vraiment ce que les médias ont de pire à offrir, finalement. Puis il y a une curiosité morbide là-dedans, mais qui s'explique peut-être par des dispositions qui sont parfois bonnes. Mais c'est une icône de la culture populaire, un peu comme la reine d'Angleterre, elle l'était aussi à la fin de sa vie. On s'intéresse à ça parce que ça fait partie, même, comme tu disais, au-delà des catholiques. Là, c'est vraiment rendu mondial comme intérêt, mais c'est presque... Puis on s'intéresse au pape en général, mais je pense que le pape François a réussi à jouer de sa personnalité publique, de sa capacité à surprendre, à prendre au dépourvu, à jouer le jeu des médias avec beaucoup d'adresse, qui était peut-être moins le cas de son prédécesseur Benoît XVI, qui est un grand théologien, un grand intellectuel, mais qui avait peut-être moins le sens de la formule et puis de l'écosystème médiatique. Il reste aussi qu'il y a 1 milliard environ de catholiques à travers le monde, dans à peu près tous les pays, en proportions variées selon les pays. Et je me disais cette semaine, imaginons que le pape ramène une loi sur le jeûne ou l'abstinence de viande, comme c'était le cas avant Vatican II, par exemple. 1 milliard de catholiques ne mangent plus de viande les vendredis. L'impact mondial de ça, c'est un impact dans la chaîne alimentaire, les menus de tous les restaurants, les relations sociales, même un impact écologique très significatif. Bien, les McFish, ça existe à cause de ça, paraît-il. Donc, le pape a quand même un pouvoir qui peut changer la vie de 1 milliard de personnes. Oui, puis au-delà du fait qu'il n'existe plus un pouvoir temporel aussi important qu'à l'époque des États pontificaux, il demeure que le pape est également à la tête d'un ensemble d'activités diplomatiques et caritatives extrêmement importantes. Le pape est impliqué directement dans des
conflits, ou du moins dans les délibérations géopolitiques en Ukraine, en Russie, au Moyen-Orient, autour du conflit israélo-palestinien. Il est impliqué dans des débats avec le gouvernement chinois sur la liberté religieuse dans ce pays-là. Il a été impliqué directement et avec un certain succès dans la résolution de conflits entre les États-Unis et Cuba au milieu de la décennie dernière. Donc, ça demeure une figure politique qui, en raison de son autorité morale ou spirituelle, est capable d'avoir un impact politique concret. Et puis, il est par ailleurs le chef de toute une entreprise caritative mondiale. La plus grande du monde, en fait. Oui, oui, elle est très diversifiée, qui sert toutes sortes de besoins très variés dans les pays du Nord, dans une certaine mesure, mais aussi beaucoup dans les pays du Sud, dans le tiers-monde, qui fonctionnent en grande partie, ou en tout cas dans des proportions importantes, sur la base de l'aide qui est apportée par l'Église dans ces pays-là. Pas tous des pays à majorité catholique, d'ailleurs, comme on sait. Donc, l'action du pape, ses choix, ses orientations, ses décisions particulières, que ce soit l'un ou l'autre, bien, ça a un impact important. Et puis, c'est pas surprenant que beaucoup de gens s'intéressent à, bon, qu'est-ce qui arrive à celui qui est là en ce moment et qu'est-ce qui va peut-être arriver s'il est remplacé par un autre. Benjamin Boivin, on va surveiller nous aussi l'état de santé du pape, mais pas de manière morbide, mais disons peut-être dans l'espérance ou la prière. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue. Stéphanie Grimard, cette semaine, devant toute l'agitation qui secoue notre monde, tu as cherché des refuges et ça a inspiré ton édito. Oui, Simon, entre deux pelletées de neige, j'ai quand même pris le temps de mettre sur papier mes quelques réflexions du moment. Et non, deux pelletées de nuages. Non, bien peut-être, si on pourrait le dire, mais non, c'était surtout la neige qui était mon occupation de la semaine. Mais oui, en effet, Simon, les temps sont troubles, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est rien de moins que l'ordre mondial tel qu'on l'a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui me semble être en train de basculer. J'ai jamais vécu ça de mon vivant. Je ne veux pas entrer dans une énumération de toutes les aberrations qui s'accumulent jour après jour sous nos yeux, mais disons seulement que j'ai eu un certain frisson dans le dos quand j'ai constaté qu'il était désormais écrit « Golfe d'Amérique » entre parenthèses à côté de « Golfe du Mexique » dans mon application Google Maps. Ça a beaucoup choqué tes sensibilités? Oui, non, mais ça m'a fait... J'ai pogné de quoi? J'ai pogné un petit 2 minutes, là, de voir à quel point c'était concret, ce qu'il lançait comme plan. Bien voilà, ça se concrétise. Personne dont on ne prononce pas le nom. Oui, j'aime mieux garder sous silence. Non, mais bref, c'est ça. Dans mon application, il y avait marqué entre parenthèses Golfe d'Amérique, mais aux États-Unis, dans les applications là-bas, c'est devenu complètement... Ça a disparu, l'appellation Golfe du Mexique. Puis on a interdit même l'accès à la Maison-Blanche aux journalistes de l'Associated Press parce que ce média, dont dépendent plusieurs milliers de médias dans le monde, continue d'utiliser le nom Golfe du Mexique. Bon, je passe sur le reste, il y aurait beaucoup à dire, mais... c'est ça. Je ne mentionne que ce fait-là, mais il y a plusieurs autres choses qui m'ont énormément outrée. Mais j'ai décidé, donc, samedi dernier, d'aller plutôt chez mes amis pour regarder le match de hockey qui opposait le Canada aux États-Unis, histoire de me changer un peu les idées. Le sport m'a plusieurs fois servi d'échappatoire devant la réalité qui souvent me dépasse, à un petit moment où j'oublie les soucis et m'émerveille devant une rondelle qui entre dans le filet juste en dessous du poteau supérieur. Une catharsis anti-américaine. Oui, mais il y a de l'esthétique autour de ça. Ça m'a toujours fascinée. Ou, tu sais, devant une belle échappée, hein, une échappée comme échappatoire. Donc, je me doutais bien que... C'est ça, je me doutais que l'hymne national américain allait être hué. Ça, on l'avait déjà vu venir. Mais ce dont je ne me doutais pas, Simon, c'est de l'émotion que moi, j'allais vivre en entendant notre hymne national. Tu vois, je dis notre hymne national et déjà, là, ça me surprend moi-même. Écoute, j'ai même presque versé une larme en apercevant Jean Chrétien dans les estrades, c'est pour te dire. Moi qui n'ai pas une grande fibre canadienne, Simon, je te le dis, le peu de cette fibre-là a vibré comme jamais. C'est ce que j'allais dire. Tu es en train de te convertir au fédéralisme? Je ne pense pas. Reste avec nous, Stéphanie, reste avec nous. Mais c'est comme incompréhensible, donc ça m'a troublée. Mon âme n'a pas été moins troublée par ce début de match-là. Mais le patriotisme n'est pas un mauvais sentiment. Sans doute pas, mais de moi, en allant vers cette nation que je considérais comme étant... Il faut qu'il y ait un pays pour être patriote. C'est ça, et là, de quel pays? Bref, ça a bousculé beaucoup de choses en moi. Donc, j'ai été troublée, j'avais hâte de me plonger dans le match, mais Simon, vois-tu, au lieu d'assister au début d'un match de hockey, c'est plutôt à une scène incroyable à laquelle on a eu droit. En moins de 9 secondes, 3 batailles ont éclaté, 2 provoquées par les fameux frères Tkachuk de façon préméditée, on l'apprendra même après le match. Les coups de poing fusaient presque aussi vite que les décrets de Trump nous tombent dessus. C'était incroyable. Même la superbe performance de celui que j'ai décidé de surnommer, non pas le démon blond, mais le divin rouquin, Connor McDavid, il n'a même pas réussi à me faire oublier ce spectacle disgracieux. Puis ça... L'autre démon blond. Non.
Mais non, c'est ça. Ça m'a pas suffi non plus ça n'a pas suffi à nous faire gagner non plus. Donc, tout ça, bref, ça m'a laissé l'âme encore plus troublée. Et devant cet état de fait, sinon, j'ai décidé de me tourner vers les stoïciens, ces philosophes grecs qui cherchaient par tous les moyens à ce que leur âme atteigne l'ataraxie, c'est-à-dire justement l'absence de trouble. Le fait est que j'ai dû, pour des fins de recherche, me plonger récemment dans cette école de pensée qui connaît un certain regain de popularité depuis quelques années. Ceux qui nous invitent à suivre les préceptes du stoïcisme nous promettent rien de moins que la paix intérieure, peu importe les circonstances de la vie. Hein. Ah, bien là, révèle-nous ce secret. Tout le monde veut la paix. Qui voudrait pas ça, tu sais? Donc, selon eux, il suffit d'arriver à faire une distinction toute simple entre ce qui dépend de nous d'un côté et ce qui ne dépend pas de nous de l'autre côté. Et il y a 2 attitudes différentes à adopter face à ces 2 types de choses différentes. Ce qui ne dépend pas de nous, on doit l'accepter, tu sais, le fameux lâcher-prise. Mais ce qui dépend de nous, on doit agir pour le changer. Ça fait penser aussi à la fameuse prière des alcooliques anonymes. Tout à fait. Donne-moi la sagesse de faire la distinction. Elle termine avec ça, tu sais. Donc, c'est ça qui est le plus difficile, faire la distinction entre les deux. Après, tu t'adaptes ton attitude à chacune des. Disons que pour la géopolitique internationale, moi, j'ai pas mal discerné que j'y avais pas beaucoup d'influence. Mais Malgré tes grands désirs, peut-être, je sais pas. Mais c'est ça, je voulais revenir sur un exemple facile que je prends là, quand on parle de cette philosophie-là. C'est la température. La température, ça ne dépend pas de nous. C'est quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, mais la façon dont on s'habille, ça, on peut agir là-dessus. Mais c'est pas vrai. Si tu diminues tes émissions de gaz à effet de serre, tu vas avoir un impact sur la température. Ah oui, et peut-être à grande échelle. Si chacun, ça c'est l'autre, on pourrait prendre la métaphore du colibri, là. Si chacun fait sa petite goutte d'eau, on va finir par changer les choses, oui, en effet. Mais bon, pour la température, il reste que... Mais à court terme. C'est ça, à court terme, on n'y peut pas grand-chose, mais on peut choisir de s'adapter, adapter notre comportement à ce qui est extérieur à nous. Donc, si j'essaie d'appliquer cette idée à mon état actuel, je devrais me dire, OK, la brutalité qui m'entoure, qu'elle vienne d'un politicien ou d'un joueur de hockey, elle ne dépend pas de moi. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, je dois l'accepter. C'est là que j'ai un petit malaise, on doit être honnête avec toi. Est-ce que ça amène à une déresponsabilisation? Il y a ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme se résigner, c'est comme refréner aussi une saine indignation que je trouverais normal de vivre et Heureux et les de affamés, ressentir. assoiffés de justice. Ben oui, c'est ça. Il faut continuer à s'indigner. Mais donc, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on doit rester insensible à ce qui nous entoure, fermer les yeux, ne plus faire attention aux nouvelles, binge-watcher des séries québécoises parce qu'on a boycotté Netflix et attendre que ça passe? Moi, je dis non. Ce qui dépend et dépendra toujours de nous, ce sont nos pensées et notre attitude face à ce qui arrive. Puis moi, je pense qu'il faut rester éveillé, mais tout de même trouver un moyen de cultiver l'espoir, de résister grâce à cette petite lueur qu'il ne faut pas quitter des yeux. Je dirais qu'il faut pratiquer une sorte d'espérance active, être des témoins et des exemples de joie qui persévèrent dans l'obscurité et les vents violents. Bref, Simon, je pense qu'il faut aller jouer dans la tempête. Aller jouer dans la tempête avec le sourire. Avec le sourire. Exactement. Stéphanie Grimard, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup pour ton plaisir. édito. Le 17 février dernier, la presse publie un dossier spécial sur l'État-providence des Québécois. Le journal disait « Santé, éducation, aide aux aînés, nos programmes pèsent lourd et nous n'arrivons plus à payer la facture ». Notre question de discussion choisie par James Langlois cette semaine, est-ce la fin de l'État-providence au Québec? James, on serait rendu là? Je ne sais pas, il semble-t-il, enfin, ça peut nous donner l'occasion d'y réfléchir. Puis ça me fait penser tout ça à ma grand-mère, hein, qui vit des problèmes de santé à son âge. Et puis, ça m'a frappé dernièrement parce que elle doit attendre longtemps pour avoir des examens à l'hôpital, etc. Des mois et des mois. Elle est sur une liste d'attente avec tous les problèmes qu'on sait du système hospitalier. Et là, elle est complètement, je dirais, décontenancée de cette situation-là. Et peut-être que ça va jouer finalement sur l'impact à long terme de sa vie, finalement. Et c'est comme si elle vivait une espèce de désespoir de voir... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais j'ai vu finalement une génération qui avait mis tout son dévolu dans un système qui lui promettait qu'on allait prendre soin d'eux jusqu'à la fin de leur jour et finalement qui rend pas nécessairement, qui accomplit pas nécessairement ses promesses. Et donc, je trouve que cette situation-là peut finalement nous emmener à poser la question, OK, mais si le système de l'État-providence est pour arriver à sa fin, qu'est-ce qu'on doit faire ou enfin comment on peut accompagner cette transition-là vers, qui sait, une autre forme de gouvernance ou un autre mode de fonctionnement de société?
Donc, toute la question de la providence là-dedans est intéressante parce que, justement, on est passé peut-être d'une société où c'est l'Église qui pourvoyait pour beaucoup de choses, ou en tout cas, l'Église et d'autres, je dirais, modes à certains niveaux qui accomplissaient d'autres fonctions. Et là, on est comme à un niveau où c'est l'État, finalement, qui doit tout faire, qui doit répondre à nos moindres besoins, et ça nous met dans une espèce de passivité. Donc, comment changer, comment transitionner vers autre chose pour stimuler davantage les Québécois à se prendre en main? Je ne sais pas quoi faire. Benjamin? Moi, ça, c'est une belle Oui, question. c'est toi. Hein? Écoute, on parlait de mort de pape un peu plus tôt, de longues maladies. Et si l'État-providence québécois est pour disparaître, j'ai l'impression qu'on sera plutôt du côté d'une maladie longue que d'une maladie courte, d'une mort assez longue et pénible. Pourquoi une mort longue et pénible? Parce que les Québécois demeurent attachés manifestement à l'État-providence. Il y a une très faible offre politique au Québec qui vise explicitement à combattre l'État-providence. C'est le Parti conservateur du Québec avec M. Duhem à sa tête. Ils ont fait, je crois, 12 aux dernières élections, fait élire personne. Et puis, le reste des partis politiques sont en faveur du maintien de l'État-providence avec des aménagements particuliers à la marge, que ce soit un petit peu plus, un petit peu moins. Même l'ADQ qui a essayé comme le Parti conservateur dans le passé, puis ça a été un échec. Ça a été un échec. Et lorsqu'ils ont été absorbés dans la CAQ, on est arrivé avec un parti qui, maintenant au pouvoir, maintient essentiellement l'État-providence. Qui avait dit qu'il ferait diminuer la taille de l'État, mais en réalité, qu'il l'a fait augmenter. Comme M. Charest avait voulu le faire avant lui, il y a maintenant de ça plus de 25 ans. Donc, l'État-providence, en général, il est apprécié des Québécois, il est désiré. Est-il vraiment désiré? Du moins, les Québécois en sont dépendants. Ils ne sont pas capables de s'imaginer vivre autrement. Ils ne sont pas capables de s'imaginer obtenir de l'État, obtenir les services dont ils ont besoin, le soutien dont ils ont besoin pour vivre en dehors de l'État québécois. Et s'ils sont dépendants de l'État québécois, c'est qu'il n'existe plus rien d'autre. Hein? Avant qu'on ait la Révolution tranquille et l'instauration au Québec du mécanisme de l'État-providence, il y avait autre chose. Il y avait certes l'Église, qu'on peut penser un peu monolithique plutôt, devrais-je dire, l'Église qui dispensait les services, mais la réalité concrète était très différente. Ce n'est pas l'Église en général, c'est des associations locales, c'est des chevaliers de colons, c'est les guildes de métiers, c'est des associations, des cercles de fermières, des choses comme celle-là. C'est un peu ça que j'ai essayé de dire tantôt. Qui, au niveau de la base, finalement, construisaient un mécanisme de solidarité sociale complexe, riche, bien tissé, qui faisait en sorte que les personnes qui nous aidaient lorsqu'on était dans le besoin, c'est des personnes qu'on connaissait ou du moins qu'on était à quelques personnes interposées de connaître. Aujourd'hui, les Québécois, ils sont isolés, ils sont seuls devant l'État, qui est immense, qui est un monolithe monumental, là, comme dans 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Et devant ce monolithe-là, bien, on est un peu à quelque part entre l'amour et la terreur. Il y a quelque chose du syndrome de Stockholm. On en est prisonnier, et maintenant qu'il est en place et qu'on est dans un état de société où on est tous assez seuls face à l'État, bien, passer de ce mode d'existence sociale-là à un autre, c'est très difficile à imaginer. Et ça va demander beaucoup de créativité et beaucoup de prudence de la part de nos dirigeants pour réaliser cette transition-là de façon apaisée et de telle sorte qu'on ne se ramasse pas avec un abandon des gens les plus marginaux, les plus pauvres dans notre société. Oui, je donnerai la parole d'abord à Stéphanie. Bien, je sais pas, moi, l'État-providence, j'entends toujours ça un peu de manière péjorative, tu sais, où il y en a qui vont appeler ça le gouvernement, le fait qu'ils vont nous contrôler, où ils prennent toute la place, où ils font en sorte qu'on devient dépendant d'eux, tout ça. Je trouve que le rôle, quand même, premier d'un État, c'est d'assurer une certaine protection minimale, en ce qui a trait à la santé, à l'éducation, offrir les services de base, puis, comme tu disais, Benjamin, faire en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, que tout le monde puisse bénéficier de ce filet social-là. Puis je trouve que les luttes syndicales, il y a tellement eu de... c'est des gains qui ont été faits de longues luttes qui... Il me semble qu'on devrait progresser vers le plus de sécurité sociale encore plutôt que de retourner vers un libre marché qu'on laisserait décider de tout. Là. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que l'État ait des programmes pour aider les gens en difficulté, les plus nantis, à assurer comme des choses de base. Sauf qu'il y a un problème dans notre conception souvent de l'égalité ou de la justice au Québec, c'est que notre État fait des choses mur à mur tout le temps. Fait que c'est comme, je prends l'éducation ou les frais de scolarité, c'est le même prix pour tout le monde, tout le temps. Mais il me semble que l'égalité ou la justice, c'est de donner à ceux qui ont peut-être le plus besoin, puis d'en enlever justement à ceux qui en ont moins besoin. Mais il y a aussi la question de savoir ce qui est possible. Certes, si on veut poursuivre l'État-providence, maintenir la social-démocratie québécoise,
on peut chercher des moyens particuliers d'y arriver, de contourner des problèmes qui sont ceux de notre époque et qui peut-être n'existaient pas dans les années 70. Mais le fait est que nous vivons dans une société qui est gravement vieillissante, qui vit un changement démographique qui est inimaginable pour ceux qui ont construit l'État-providence à la fin des années 50 et au début des années 60, et qui ne peut pas être réglé uniquement avec l'immigration, qui apporte son lot de bénéfices, mais également son lot de difficultés. Et donc, l'État-providence, c'est pas parce qu'on souhaite le détruire nécessairement qu'il va l'être, c'est par la force des choses. Lorsque les gens de la presse ou les grands médias commencent à discuter de ces questions-là, c'est pas parce qu'ils le désirent nécessairement. On connaît le visage, l'idéologie la plus répandue dans les médias, c'est parce qu'on constate des limites qui sont difficilement dépassables. Je dois vous arrêter ici. C'est tout le temps qu'on avait là, pour cette discussion, mais évidemment, elle peut se poursuivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire votre commentaire sur la page YouTube du Verbe Média ou aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. James Langlois, le groupe américain d'électro-folk Bon Hiver, fondé par Justin Vernon en 2006, vient de sortir un nouveau vidéoclip qui a retenu ton attention. Oui, bien, le vidéoclip, la chanson, mais l'artiste en général, c'est que Bon Hiver, si vous ne connaissez pas, là, il a révolutionné la musique indie folk là, dans les 2 dernières décennies. Il a fait, je pense, un des meilleurs albums de tous les temps, son premier, là, For Emma Forever Ago. Puis, il revient un peu à ses sources avec ce prochain album qui va sortir au mois d'avril. Donc, il a sorti un premier EP cet automne, là, Sable, qui est qui a 4 pièces et qui revient un peu à l'origine et qui traite de thèmes beaucoup plus de culpabilité, de besoin de reconstruction, de blessures sur lesquelles il revient. C'est très personnel, très intime. Mais là, dans une deuxième partie, Fable, qui va continuer la deuxième partie au mois d'avril, est plus un côté lumineux où qu'est-ce qu'on fait après? C'est finalement la reconstruction, c'est la joie de l'espérance qui revient. C'est presque une résurrection, finalement. Intéressant. On va écouter ça. Donc, on va se laisser cette semaine sur le nouveau simple, justement, Everything is Peaceful Love du groupe Bon Hiver. C'est tiré de leur futur album, comme le disait James, Sable Fable. C'est bien ça. Disponible le 11 avril prochain. Vous pouvez toujours réécouter, commenter et partager cette émission à partir de la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi vous abonner au magazine Le Verbe. C'est 100% gratuit. Il suffit d'aller sur leverbe.com pour tous les détails. Je remercie Marianne Martin et Barthélemy Rieux à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.